Ma sœur a accidenté ma nouvelle berline et a exigé que je paie les dommages. Maman a soupiré, elle en a plus besoin que toi. Arrête d'être égoïste. J'ai juste souri, j'espère qu'elle aimera avoir affaire aux avocats d'entreprise. Le matin où tout s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre mardi. Je suis une créature d'habitudes extrêmes, un trait qui me rend très compétente dans mon travail de directrice principale de la gestion des risques d'entreprise, mais qui fait apparemment de moi une cible facile à la maison. Mon réveil sonne à exactement 5h45. À 6h30, mon café est prêt, mon blazer est repassé, et je tends la main vers le petit bol en argent près de la porte d'entrée où je laisse toujours, sans faute, mes clés de voiture. Sauf que le bol était vide. Je suis resté là un long moment, à fixer le fond en métal poli du bol. Mon cerveau, programmé pour évaluer et catégoriser immédiatement les risques, a parcouru une liste de contrôles rapides. Les avais-je laissés dans la poche de ma veste? Non, j'avais vérifié mes poches la veille au soir. Étaient-elles tombées derrière la console? Un rapide balayage avec ma main a confirmé que non. Le double des clés. Je me suis tourné vers le petit crochet à l'intérieur du placard du couloir. La cheville où le trousseau de clés de secours était habituellement accroché était complètement nu. Un œuf froid et familier a commencé à se former au creux de mon estomac. Je suis retourné dans le salon et j'ai regardé par la fenêtre de devant de ma maison. Mon allée était vide. Ma voiture avait disparu. Ce n'était pas juste une voiture. C'était une berline de luxe bleu nuit toute neuve. Le premier véhicule que j'avais jamais acheté avec 0 km au compteur. Elle avait encore cette odeur fraîche et enivrante de cuir neuf et de mécanique intacte. Je l'avais achetée il y a exactement 3 mois pour fêter ma promotion. C'était la manifestation physique de 18 mois de semaine de travail de 80 heures, d'audit d'entreprise sans fin et du sacrifice de chaque week-end pour gravir une échelle que personne ne pensait que je pouvais gravir. J'ai entendu le bruit de la porte d'entrée se déverrouiller avant même d'avoir eu le temps de prendre mon téléphone. Chloé est entrée. Ma sœur cadette, 26 ans, portant mon pull en cachemire oversize préféré et une paire de lunettes de soleil à l'intérieur. Elle faisait tournoyer mon trousseau de clés autour de son index manucuré, fredonnant un air qui me fit serrer la mâchoire. « Chloé » ai-je dit, ma voix dangereusement calme. « Pourquoi as-tu mes clés ?» Elle s'est arrêtée, a poussé ses lunettes de soleil sur sa tête, me regardant avec ses grands yeux innocents qui lui avaient évité des ennuis depuis la maternelle. « Oh, salut, Elena. »« Bonjour. Je suis juste sorti prendre des lattes glacées. Tu dormais quand je suis parti. »« Tu as pris ma voiture sans demander » ai-je déclaré, sans élever la voix. Je n'élève jamais la voix. Eh bien, mon pneu avait l'air un peu à plat, et j'avais vraiment besoin de caféine avant ma préparation d'entretien aujourd'hui, a-t-elle dit, agitant une tasse en plastique avec une paille verte vers moi. Ne réagis pas de manière excessive, Elena. C'est juste une voiture. La famille partage, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, ouvrant la porte d'entrée et sortant sur le porche. La berline bleu nuit était garée en biais, à moitié sur l'herbe. Mais ce n'est pas ça qui m'a coupé le souffle. Le long de toute la portière côté passager, il y avait une profonde éraflure dentelée. Ce n'était pas juste une marque de surface. Le métal était entaillé, arrachant la belle peinture sombre pour révéler l'argent brut en dessous. Et incrusté dans les rainures profondes de l'éraflure, il y avait une traînée de peinture rouge vive très distincte. J'ai descendu les marches, les yeux rivés sur les dégâts. Une traînée rouge à une hauteur d'environ 2 pieds et demi du sol. Une bouche d'incendie. Elle avait éraflé une bouche d'incendie. Chloé m'avait suivi dehors, sirotant son café. Elle s'est arrêtée quand elle a vu où je regardais. Elle a poussé un petit soupir dramatique comme si c'était elle qui était dérangée. « Écoute, je sais que tu vas paniquer » a dit Chloé en croisant les bras. Mais il faisait noir quand je suis parti, et un idiot s'est garé beaucoup trop près du coin. Je l'ai à peine touché. C'est vraiment juste une toute petite éraflure. Ce n'est pas si grave. J'ai tracé le bord des dégâts avec mon doigt. La réparation coûterait au moins $3000. Tu as heurté une bouche d'incendie, Chloé. Tu as heurté un objet fixe. C'est juste du métal, Elena, a-t-elle gémi, son ton se transformant en cette victimisation habituelle. Pourquoi es-tu toujours si obsédé par tes affaires? J'ai un énorme entretien cette semaine, et je suis déjà stressé.
Tu as une excellente assurance de toute façon. Fais juste une déclaration et arrête de me faire sentir mal. Elle a jeté mes clés sur le capot de ma voiture ruinée et est rentrée dans la maison. Je suis resté dans l'allée, l'air froid du matin mordant à travers mon blazer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, la partie analytique de mon cerveau s'est allumée comme une lumière fluorescente dans une pièce sombre. Je n'ai pas parlé de la voiture pendant le reste de la semaine. Je l'ai conduite au travail, portant la vilaine cicatrice rouge sur la portière passager comme un signe de ma propre stupidité pour avoir laissé les clés là où elle pouvait les atteindre. J'ai pris rendez-vous pour un devis chez un carrossier et j'ai attendu. Je savais exactement quand la véritable confrontation allait avoir lieu. Le dîner de famille du dimanche. La salle à manger chez mes parents était dressée avec la belle porcelaine de ma mère. C'était un espace de représentation. C'est là que la hiérarchie familiale était appliquée, généralement autour d'un poulet rôti et de haricots verts amers. Mon père, Arthur, était assis en bout de table. C'est un homme qui croit que le volume et l'autorité sont exactement la même chose. Ma mère, Victoria, voltigeait autour de la table, remplissant les verres d'eau et s'assurant que Chloé avait la plus grosse part de viande blanche. J'étais assise tranquillement, coupant ma nourriture en petits carrés précis, attendant l'embuscade. Ça n'a pas tardé. Alors, Elena, a dit mon père en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. La température dans la pièce a immédiatement chuté. Il s'est penché en avant, posant ses lourds avant-bras sur la table. Chloé me dit que tu fais tout un plat pour une petite éraflure de parking. Une éraflure à $3 500, ai-je corrigé doucement, sans lever les yeux de mon assiette. Elle a heurté une bouche d'incendie. Les accidents, ça arrive, est intervenue immédiatement ma mère, sa voix prenant ce ton apaisant et suppliant qu'elle n'utilisait que pour défendre ma sœur. Elle faisait juste une course. La pauvre était tellement secouée. Tu n'aurais vraiment pas dû lui crier dessus dans l'allée, Elena. Elle est très anxieuse pour sa carrière en ce moment. Je n'avais pas crié, mais les faits n'ont jamais eu d'importance dans cette pièce. Le récit était déjà établi. Chloé était la victime de mon matérialisme. Voici la solution, a annoncé mon père, utilisant sa meilleure voix de manager d'entreprise. Le ton qui impliquait que la discussion était terminée avant même d'avoir commencé. Chloé a une série d'entretiens finaux ce mois-ci pour cette agence de marketing. Elle doit avoir l'air présentable. Elle doit avoir l'air de réussir. Conduire sa vieille voiture à haillons avec le pare-choc cabossé ne projette pas la bonne image. Je continuais à mâcher ma nourriture. Je savais exactement où cela menait. Tu travailles à domicile 3 jours par semaine, a-t-il poursuivi en pointant sa fourchette vers moi. Ta voiture reste juste dans l'allée à ne rien faire. Alors, à partir de demain, tu vas appeler ton assureur. Tu vas ajouter Chloé comme conductrice principale sur ta police. Elle utilisera ta berline pour ses entretiens et ses événements de réseautage. Tu pourras utiliser sa voiture pour faire tes courses. J'ai fait le calcul dans ma tête instantanément, ajouter une jeune de 26 ans avec un historique de collision mineure à une police d'assurance pour un véhicule de luxe premium. Mes tarifs augmenteraient d'au moins $250 par mois, $3000 par an. En plus de payer pour les dommages qu'elle avait déjà causés. La famille partage, Elena, a dit doucement ma mère, se penchant pour me tapoter la main. J'ai lentement retiré ma main pour prendre mon verre d'eau. Tu as eu tellement de chance avec ton travail. Il est juste que tu aides ta sœur à démarrer. Nous sommes une équipe. Elle a besoin de la voiture pour paraître riche. Maman, ai-je dit, la voix plate. Elle n'a pas besoin d'une berline de luxe pour se rendre à un entretien. Elle en a besoin pour se pavaner. Ne parle pas à ta mère sur ce ton, a claqué mon père, son visage rougissant. Tant que tu fais partie de cette famille, tu soutiendras ta sœur. Je ne te demande pas, Elena. Je te le dis. Tu la mettras sur ton assurance, et nous couvrirons la moitié de la franchise pour les raflures. C'est plus que juste. La moitié de la franchise, $500, me laissant avec le reste de la facture, les primes gonflées et la perte totale de ma propriété. J'ai regardé Chloé de l'autre côté de la table. Elle prenait une petite bouchée de purée de pommes de terre, regardant vers le bas, jouant parfaitement le rôle de la jeune sœur douce et reconnaissante. Mais j'ai vu la légère courbe ascendante de ses lèvres. Un sourire narquois. Elle avait gagné. Elle avait couru voir papa, s'était plainte de sa méchante sœur aînée,
et avait obtenu les clés d'un véhicule de 50 000 $ sans dépenser un centime. J'essaie juste de vous rendre fier, a murmuré Chloé, produisant soudainement une seule larme parfaite qui a roulé sur sa joue. Je voulais juste avoir l'air professionnel. Quand les gens me voient arriver dans une belle voiture, ils me traitent différemment. Ils me prennent au sérieux. Je ne voulais pas abîmer ta voiture, Elena. Je veux juste réussir comme toi. Ma mère a fondu. Oh, ma chérie. Nous sommes fiers de toi. Ne pleure pas. Elle m'a lancé un regard venimeux. Regarde ce que tu lui fais, Elena. Es-tu contente maintenant? Pour un morceau de métal. J'ai regardé la performance avec une fascination détachée. Il y a 10 ans, cette routine aurait fonctionné. Il y a 10 ans, j'aurais ressenti une vague écrasante de culpabilité, je me serais excusé profusément, j'aurais remis mes clés et j'aurais fait des heures supplémentaires pour payer l'augmentation de l'assurance juste pour gagner une infime parcelle de l'approbation de mes parents. Mais je n'avais plus 22 ans. J'en avais 32. Et j'étais épuisé. J'ai pris ma serviette en lin, les plier soigneusement en carré et les placer à côté de mon assiette. J'ai pris ma fourchette en argent et les posé contre la porcelaine fine. Le tintement net et clair a résonné dans la salle à manger silencieuse, coupant les murmures réconfortants de ma mère. J'ai regardé directement mon père, rencontrant son regard coléreux et exigeant avec une immobilité absolue. Non, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air, étranger et tranchant. Mon père a cligné des yeux, véritablement confus. Pardon? J'ai dit non, ai-je répété, en gardant une voix conversationnelle comme si nous parlions de la météo. Je n'ajoute pas Chloé à mon assurance, et je n'accepte pas la moitié de la franchise pour les dommages qu'elle a causés. La tête de Chloé s'est relevée d'un coup, la fausse larme séchant instantanément. Tu te moques de moi? Papa vient de dire. J'ai entendu ce qu'Arthur a dit, ai-je interrompu, abandonnant le titre de papa. J'ai vu ses yeux s'écarquiller à cela. Mais peu importe ce qu'il dit parce que vous me demandez de faire quelque chose qui est légalement impossible. Rien n'est légalement impossible. Arrête de faire ta dramatique et appelle l'agent d'assurance, a grogné mon père, se penchant en avant, essayant de m'intimider physiquement par sa présence. Je me suis adossé à ma chaise, posant mes mains confortablement sur mes genoux. J'ai senti une étrange paix froide s'installer en moi. C'était la sensation de verrouiller le dernier cadenas d'une porte très lourde. Je ne peux pas appeler l'agent d'assurance, Arthur, parce que je ne détiens pas la police, ai-je dit, ma voix douce et mesurée. Et je ne peux pas l'ajouter comme conductrice parce que ce n'est plus ma voiture. Silence. Un silence total et absolu est tombé sur la salle à manger. Le carillon de l'horloge grand-père dans le couloir sonnait bruyamment. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de son verre d'eau. Comment ça, ce n'est pas ta voiture? Tu l'as vendue? Tu as vendu une voiture neuve juste pour contrarier ta sœur. Je ne l'ai pas vendue à un étranger, ai-je répondu, me levant lentement. J'ai lissé le devant de mon chemisier. J'ai transféré le titre de propriété et la responsabilité. Le véhicule actuellement garé dans mon allée est maintenant la propriété légale de mon employeur. C'est un actif de l'entreprise utilisé strictement pour le transport des cadres et les réunions avec les clients. Je ne suis que la dépositaire autorisée. J'ai baissé les yeux vers Chloé, dont la bouche était bée. Donc, si tu veux l'emprunter à nouveau, Chloé, tu n'auras pas affaire à moi. Tu auras affaire à notre service juridique d'entreprise, et il se fiche que tu sois de la famille. J'ai pris mon sac à main sur le dossier de ma chaise. Mon père devenait d'une couleur violette dangereuse, luttant pour former des mots, son cerveau court-circuitant à la réalisation que son autorité absolue venait d'être contournée par une pile de documents juridiques. Merci pour le dîner, Victoria. Le poulet était sec, ai-je dit nonchalamment. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu mon père exploser enfin, sa voix résonnant sur les murs alors que j'ouvrais la porte d'entrée, mais les mots n'étaient que du bruit. Je suis allé à ma voiture, je me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai démarré le moteur. En sortant de leur allée, en regardant la maison dans le rétroviseur, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais absolument rien. Et c'est là que j'ai su que la bonne fille était enfin morte. Pour comprendre la finalité absolue de ce dîner du dimanche, il faut comprendre les mathématiques de ma famille. J'ai toujours vu le monde à travers les chiffres, les risques et les registres.
C'est ce qui fait de moi une gestionnaire de risques exceptionnels. Mais pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai délibérément ignoré l'énorme déficit de mon propre registre personnel. En grandissant, la dynamique familiale était clairement définie par une seule règle tacite, Elena pourvoit, Chloé reçoit. C'est devenu évident lorsque nous sommes arrivés au lycée. J'étais la sérieuse. L'élève avec que des acquis passait ses vendredis soirs à organiser des fiches et à faire du bénévolat à la bibliothèque locale pour construire son CV universitaire. Mes parents me félicitaient, bien sûr, mais c'était une sorte de louange distante et attendue. Elena est si forte, disait ma mère à ses amis autour d'un café. Elle est si indépendante. Nous n'avons jamais à nous soucier d'elle. Cette indépendance a rapidement été transformée en négligence. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai été accepté dans une prestigieuse université hors de l'État, la conversation sur les frais de scolarité a duré exactement 10 minutes. Mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine, m'a tapoté l'épaule et a dit « Nous sommes si fiers de toi. Mais, tu sais, les temps sont durs en ce moment. Tu es intelligente. Tu te débrouilleras avec les prêts étudiants. Ça forgera ton caractère. » Alors, j'ai forgé mon caractère. J'ai contracté 75 000 $ de prêts fédéraux. J'ai travaillé le quart du matin à la librairie du campus de 5h à 9h, j'ai assisté aux cours jusqu'à 15h et j'ai servi des tables dans un restaurant local jusqu'à minuit. J'ai survécu avec des ramen à bas prix et du café noir. J'ai obtenu mon diplôme en 4 ans avec mention, des cernes sous les yeux et une volonté implacable de ne plus jamais être fauché. 2 ans plus tard, Chloé a eu 18 ans. Chloé n'était pas forte. Chloé était sensible. Elle était anxieuse à propos des examens. Elle trouvait les études accablantes. Elle a à peine obtenu une moyenne de C au lycée. Mais lorsque ses lettres d'acceptation à l'université sont arrivées, principalement pour des écoles locales festives, il n'y a pas eu de discussion à la table de la cuisine sur le fait de forger son caractère. Au lieu de cela, mon père est rentré du concessionnaire un mardi après-midi et a jeté un jeu de clés sur le comptoir. Une Volkswagen à haillons rouges cerise toute neuve, entièrement payée. Notre petite fille a besoin d'un moyen de transport fiable pour sa nouvelle aventure, a-t-il rayonné, enlaçant Chloé alors qu'elle criait et sautait de joie. J'étais en visite à la maison ce week-end-là, portant une paire de chaussures que j'avais recollées 2 fois, debout dans la cuisine, les regardant célébrer. J'ai avalé le goût amer dans ma gorge et je me suis dit que ce n'était pas grave. J'étais la forte. Je n'avais pas besoin d'aide. Mais ça ne s'est pas arrêté à la voiture. La nouvelle aventure de Chloé à l'université a duré exactement 3 semestres. Elle a changé de spécialisation 4 fois. Elle a abandonné des cours parce que les professeurs étaient trop méchants ou que la lecture était ennuyeuse. Et chaque semestre, mes parents ont payé ses frais de scolarité en totalité. Ils ont payé son loyer pour un appartement de luxe hors campus. Ils ont payé son plan de repas, ses cotisations de sororité et ses voyages de relâche à Miami. Elle se cherche, Elena, soupirait ma mère sur la défensive chaque fois que je suggérais doucement que peut-être Chloé avait besoin de trouver un travail à temps partiel. Tout le monde ne naît pas en sachant exactement ce qu'il veut faire comme toi. Il faut être patient avec elle. Elle est fragile. Fragile. C'était le mot magique. C'était le bouclier absolu qui détournait toute responsabilité. Si Chloé échouait à un cours, elle était fragile. Si Chloé dépassait le plafond de sa carte de crédit pour des sacs de créateurs, elle était fragile. Et parce qu'elle était fragile, les règles de la réalité ne s'appliquaient pas à elle. Pendant ce temps, je gravissais tranquillement les échelons de l'entreprise. J'ai déménagé en ville, louant un studio de la taille d'un dressing, occupant des emplois d'audit de premier échelon. J'ai consacré 80% de mon salaire à rembourser ma dette étudiante. Je ne prenais pas de vacances. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. J'ai traité ma vie comme un bilan qui devait être corrigé de manière agressive. Et à mesure que mon salaire commençait lentement à augmenter, la conscience de ma stabilité financière par ma famille augmentait également. La dynamique a changé. Je n'étais plus seulement la fille indépendante. J'étais le plan de secours. Le filet de sécurité qu'il pouvait déployer chaque fois que la fragilité de Chloé devenait trop coûteuse. Ça a commencé petit. 50 $ par-ci pour un dîner d'anniversaire auquel je n'étais pas invité. 100 $ par là parce que ma mère avait oublié son portefeuille à la maison quand nous sommes allés faire les magasins. J'ai payé sans réfléchir.
Après tout, la famille est de la famille. C'était le slogan que ma mère m'avait inculqué depuis l'enfance. Mais les demandes ont augmenté, et le registre des abus financiers de ma famille a commencé à me saigner à blanc. À 26 ans, j'avais décroché un poste de cadre intermédiaire dans le cabinet d'évaluation des risques. J'ai finalement quitté le minuscule studio pour un appartement décent d'une chambre. J'ai acheté un vrai canapé au lieu d'un futon. J'ai senti pour la première fois de ma vie que je pouvais respirer. C'est à ce moment précis que le téléphone a sonné. C'était un mardi soir, il pleuvait abondamment, et je lisais un livre. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Elena, ma chérie, Dieu merci tu as répondu. Sa voix était épaisse de panique, le genre d'hystérie fabriquée qu'elle utilisait pour désarmer la logique. Nous sommes dans une situation terrible. L'entreprise de ton père a eu un trimestre lent et les impôts fonciers sont dus. Et puis, Chloé a eu une petite urgence médicale. Je me suis redressé, immédiatement inquiète. Urgence médicale? Est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Elle va bien. Elle va bien, s'est empressée de dire ma mère, mais sa voix est restée aiguë et haletante. C'était juste une terrible frayeur. Elle a eu de graves palpitations cardiaques. Les médecins ont dit que c'était un trouble de stress aigu. Ils l'ont gardée en observation pour la nuit et la facture de l'hôpital hors réseau vient d'arriver. C'est $2000. Nous n'avons tout simplement pas les liquidités en ce moment avec les impôts. Et si ça va au recouvrement, ça ruinera son crédit. $2000. C'était un coup dur pour le petit fonds d'urgence que j'avais mis 2 ans à constituer. Mais les mots aux palpitations cardiaques résonnaient dans ma tête. C'était ma sœur. Je ne pouvais pas la laisser s'endetter pour une frayeur médicale. Envoie-moi les détails de son compte, ai-je dit en me frottant les tempes. Je virerai l'argent demain matin. Oh, Elena, tu es un ange. Tu es vraiment le roc de cette famille, a sangloté ma mère avec reconnaissance. J'ai viré les $2000. J'ai mangé des lentilles et du riz pendant le mois suivant pour compenser la perte. Je me sentais bien à ce sujet. Je me sentais comme une bonne fille remplissant son devoir. 6 semaines plus tard, je parcourais les réseaux sociaux pendant ma pause déjeuner. Chloé avait un profil public. Elle publiait constamment. Je passais généralement devant ses selfies, mais une étiquette de localisation spécifique a attiré mon attention. Cabo San Lucas, Mexique. Il y avait une photo de Chloé, profondément bronzée, portant un maillot de bain de créateur, tenant un cocktail aux couleurs vives dans une cabane privée. La légende disait, je soigne mon anxiété avec les vagues de l'océan et les margaritas. Meilleur voyage entre filles de tous les temps. Béni soins de moi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille. J'ai regardé la date à laquelle la photo a été publiée. J'ai regardé la chronologie des photos environnantes. Le voyage avait eu lieu exactement 3 jours après que j'ai viré les $2000 pour sa facture d'hôpital pour trouble de stress aigu. J'ai senti une montée d'adrénaline froide. J'ai immédiatement appelé ma mère. Je n'ai pas pris la peine de dire bonjour. As-tu utilisé mon argent pour envoyer Chloé au Mexique? Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Puis le soupir défensif. Elena, pourquoi dois-tu tout enquêter? Tu es si épuisante parfois. M'as-tu menti ou non à propos d'une facture médicale pour que Chloé puisse partir en vacances de luxe? Ma voix tremblait, non pas de tristesse, mais d'une rage pure et concentrée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas un mensonge, a répliqué ma mère, son ton devenant instantanément hostile. Elle avait vraiment de l'anxiété. Le médecin a dit qu'elle devait s'éloigner d'un environnement stressant. Le voyage était thérapeutique. Nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre de payer son voyage thérapeutique et les impôts. Tu as tellement d'argent sur ton compte en banque qui ne fait rien. Pourquoi es-tu si avare d'aider la santé mentale de ta sœur? Voyage thérapeutique. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit un autre mot. C'était la première coupe profonde. Mais ce n'était pas la dernière. C'est devenu un schéma d'incompétence instrumentalisée. Chloé échouait, faisait une erreur financière massive, et mes parents la protégeaient en m'extorquant le coup. Quand Chloé a décidé qu'elle voulait devenir une influenceuse et qu'elle avait besoin de louer un loft haut de gamme en centre-ville pour créer du contenu, elle n'avait pas le score de crédit pour être approuvée. Mon père est venu à mon appartement à l'improviste avec le contrat de location.
Il a exigé que je co-signe en tant que garant. Quand j'ai refusé, il s'est tenu dans mon salon et m'a traité d'enfant froide et ingrate qui avait oublié les sacrifices que sa famille avait faits. Je ne l'ai pas signé. Chloé a fait une crise de colère et mon père a fini par vider ses propres économies de retraite pour payer sa caution. Ils m'ont blâmé pour ces fonds de retraite perdus. C'était un processus lent et angoissant de réaliser qu'à leurs yeux, mon succès n'était pas le mien. Mon argent, ma stabilité, mon score de crédit, tout cela était considéré comme une ressource familiale commune que je thésaurisais égoïstement. Je n'étais pas une fille. J'étais un service public. Et puis j'ai acheté la voiture. Il y a 3 mois, les engrenages de ma carrière ont finalement atteint leur apogée. J'avais 32 ans et j'ai été convoqué dans le bureau d'angle vitré au dernier étage de notre immeuble d'entreprise. Monsieur Crawford, le directeur financier, un homme qui intimidait les cadres chevronnés d'un seul regard, m'a serré la main. Vos modèles d'évaluation des risques sur l'expansion européenne ont fait économiser 8 millions de dollars à cette entreprise ce trimestre, Elena, a-t-il dit, me tendant un lourd dossier manille. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité votre promotion au poste de directrice principale. Elle s'accompagne d'un important lot d'actions et d'une augmentation de salaire qui reflète votre valeur. Je suis sorti de ce bureau avec une étrange sensation d'apesanteur. 18 mois de travail brutal et éreintant. 18 mois d'annulation de rendez-vous, de jours fériés manqués et de dîners dans des contenants en plastique à mon bureau. Ça avait payé. J'avais construit une forteresse de sécurité autour de moi que personne ne pouvait abattre. Ce week-end-là, je ne suis pas rentré chez moi pour fêter ça avec mes parents. Je savais exactement comment cette conversation se déroulerait. Ma mère dirait « C'est bien, ma chérie ». Et puis elle passerait immédiatement à la façon dont Chloé avait du mal à trouver sa passion. Au lieu de cela, j'ai pris un Uber pour un concessionnaire automobile de luxe haut de gamme. Je suis entré dans la salle d'exposition vêtu de mon tailleur anthracite préféré. Je n'ai pas amené d'homme avec moi pour négocier. Je n'ai pas amené mon père pour inspecter le moteur. Je suis allé directement voir le vendeur principal et j'ai montré l'écran central. C'était une pièce de machinerie élégante, agressive et stupéfiante. La couleur était techniquement appelée bleu nuit, mais sous les lumières de la salle d'exposition, elle paraissait presque noire, chatoyant d'une profondeur de saphir caché. L'intérieur était en cuir crème immaculé qui sentait le succès et les limites intouchables. « Je veux celle-là », ai-je dit. Le vendeur a essayé de me guider à travers les options de financement. J'ai poliment décliné. J'ai sorti mon chéquier et j'ai rédigé un chèque de banque pour un acompte de 15 000 $, là, sur son bureau. J'ai signé les papiers avec mon propre nom. Pas de co-signataire, pas d'aide familiale. Chaque boulon, chaque centimètre de cuir, chaque goutte d'huile dans cette machine m'appartenait entièrement. La sortie du parking a été une expérience religieuse. L'habitacle était complètement silencieux, isolé du bruit de la ville à l'extérieur. Le moteur vrombissait avec une puissance silencieuse et terrifiante. Je l'ai conduite sur l'autoroute, agrippant le volant, et pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'un soulagement immense. Cette voiture était mon trophée. C'était la preuve physique que j'avais survécu à la ponction financière de ma famille. C'était la première chose belle et chère de ma vie que je n'avais pas à partager, qui n'était pas un héritage, et qui ne pouvait pas m'être enlevée par la manipulation. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai fait l'erreur de la conduire chez mes parents 2 semaines plus tard pour l'anniversaire de mon père. Au moment où je me suis garé dans l'allée, l'énergie a changé. Mon père est sorti, les yeux écarquillés. Il a fait le tour de la voiture en sifflant doucement. Eh bien, regardez la grande joueuse. Tu dois surfacturer tes clients, Elena. C'était censé être une blague, mais le ressentiment dans son ton était indubitable. Chloé est sortie ensuite. Sa réaction a été entièrement différente. Elle ne m'a pas félicité. Elle n'a pas dit que c'était beau. Ses yeux ont scanné la voiture avec le regard froid et calculateur d'un prédateur évaluant un repas. Elle a passé sa main sur le capot, laissant une trace sur la peinture immaculée. « Waouh » a-t-elle soufflé. « Je peux la conduire ?» « Non », ai-je dit immédiatement. Je n'ai même pas encore rodé le moteur. Chloé a fait la moue, se tournant instantanément vers mon père. « Papa, elle ne veut même pas me laisser la conduire pour faire le tour du quartier. Elle est tellement radine. » Ne sois pas ridicule, Elena.
Laisse ta sœur la prendre pour un tour. C'est juste une voiture, a exigé mon père. Non, ai-je répété en verrouillant les portes avec ma télécommande. Mon assurance ne couvre pas les autres conducteurs. C'est trop cher. Le reste du dîner d'anniversaire a été misérable. J'ai été traité comme une étrangère arrogante et égoïste qui avait étalé sa richesse juste pour que sa pauvre sœur en difficulté se sente inadéquate. Ma mère m'a à peine parlé. Je suis parti tôt, sentant le poids familier de leur jugement. Mais assise dans l'habitacle silencieux et luxueux de ma voiture, je me sentais en sécurité. Ils pouvaient me culpabiliser autant qu'ils le voulaient, mais ils ne pouvaient pas me prendre ça. Puis le dépassement des limites a commencé. Une lente et insidieuse progression. Cela a commencé avec Chloé me demandant de la conduire à ses rendez-vous chez le coiffeur parce qu'elle voulait arriver avec style. J'ai refusé. Puis elle a commencé à se présenter à mon appartement à l'improviste, demandant de juste s'asseoir dans la voiture pour prendre des photos pour son Instagram. J'ai dit à la sécurité de l'immeuble de ne pas la laisser monter. Je pensais que fixer des limites verbales fermes serait suffisant. J'ai sous-estimé l'arrogance pure et époustouflante de l'enfant chéri. La trahison ne s'est pas produite d'un seul coup. C'était un poison lent. Parce que j'ai refusé de laisser Chloé utiliser la voiture, elle a changé de tactique. Elle a réalisé que j'étais intouchable dans mon propre appartement, alors elle a attendu que je sois vulnérable. C'est arrivé lors d'une visite de week-end chez mes parents. J'avais accepté à contre-cœur de passer la nuit pour aider ma mère à organiser le grenier. Je suis arrivé un vendredi soir, j'ai garé ma bien-aimée berline bleu nuit dans l'allée derrière le camion de mon père et j'ai laissé mes clés dans le bol en argent près de la porte. C'était une habitude d'enfance, une mémoire musculaire que je n'avais pas encore désapprise. Samedi matin, je me suis levé tôt, j'ai mis mes vieux vêtements de travail et j'ai passé 6 heures dans le grenier poussiéreux à trier des boîtes. Quand je suis finalement descendu vers 14 heures, épuisée et couverte de crasse, la maison était étrangement silencieuse. Je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Ma mère était assise à l'îlot en train de lire un magazine. « Où est Chloé ?» ai-je demandé en essuyant la poussière de mon front. « Oh, elle avait un déjeuner avec des amis de son ancienne sororité », a dit ma mère d'un ton désinvolte, sans lever les yeux de la page. Elle est partie il y a quelques heures. Quelque chose dans son ton, trop désinvolte, trop parfaitement répété, m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Je suis passé devant la cuisine, dans le couloir, et j'ai regardé dans le bol en argent. Vide. Je me suis retourné, courant presque à la fenêtre de devant. L'allée était vide. Ma voiture avait disparu. « Maman », ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. « Où est ma voiture ?» Ma mère a finalement levé les yeux, ajustant ses lunettes de lecture. Elle a poussé un soupir exaspéré. « Oh, calme-toi, Elena. La voiture de Chloé ne voulait pas démarrer ce matin, et elle allait être en retard pour son déjeuner. Les filles se retrouvaient dans ce country club chic du centre-ville. Elle ne pouvait décemment pas arriver en Uber. Elle a pris ta voiture. Elle sera de retour dans 1 heure. Elle a pris mes clés sans me le demander, ai-je dit, la fixant avec incrédulité. Elle a volé ma voiture. Voler ? N'utilise pas des mots aussi laids, a grondé ma mère en se levant. Tu étais dans le grenier. Elle ne voulait pas te déranger. Elle est là, dans l'allée, sans être utilisée. Honnêtement, Elena, ta possessivité envers les choses matérielles devient un vrai défaut de personnalité. Je n'ai pas discuté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de suivi GPS installée par le concessionnaire. Un petit point bleu clignotait régulièrement à l'écran. Elle n'était pas dans un country club. Le point était immobile dans un centre commercial extérieur haut de gamme de l'autre côté de la ville. J'ai ouvert Instagram. Le profil de Chloé était la première chose sur mon fil d'actualité. Elle venait de publier un carrousel de photos. La première image la montrait portant une tenue de créateur, appuyée nonchalamment contre le capot de ma berline bleu nuit. Le soleil frappait parfaitement la peinture. Elle avait une main possessive posée sur le rétroviseur latéral. La légende disait « Cadeau d'anniversaire en avance ». Merci, maman et papa, de toujours soutenir mes rêves et de vous assurer que je roule avec style. Béni d'avoir les meilleurs parents du monde. Nouvelle voiture, nouvel moi. Viellux béni. Sous la publication, il y avait des dizaines de commentaires de ses amis la félicitant.
OMG, magnifique voiture. Tes parents sont les meilleurs. Emmène-moi faire un tour. Je suis resté dans le salon de mes parents, fixant l'écran. Ma mère me regardait, attendant que j'explose, attendant la dispute familière où elle jouerait les pacificatrices, et où j'aurais l'air de la sœur jalouse et déséquilibrée. Mais l'explosion n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti une sensation étrange et terrifiante dans ma poitrine. C'était comme une lourde porte en fer rouillé qui se refermait. Toute la colère, toute la douleur, tout le désir désespéré que mes parents me regardent et reconnaissent mon travail acharné, tout s'est instantanément évaporé. C'était remplacé par de la glace. De la glace pure, cristalline, calculatrice. J'ai relu la légende. Merci, maman et papa. Elle utilisait le symbole de mon travail acharné, angoissant et solitaire pour valider le récit selon lequel nos parents lui fournissaient tout, et mes parents le permettaient. Ils facilitaient activement le vol de ma réussite pour maintenir l'illusion de leur famille parfaite et généreuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté ma mère. J'ai juste tranquillement remis mon téléphone dans ma poche. Tu sais quoi, maman, ai-je dit doucement. Tu as raison. C'est juste une voiture. Ma mère a eu l'air surprise, puis immensément soulagée. Exactement. Je suis si contente que tu sois enfin mature à ce sujet. Elle mettra de l'essence avant de la ramener. Je suis monté, j'ai fait mon sac pour la nuit et j'ai attendu sur le porche pendant 2 heures jusqu'à ce que Chloé revienne. Quand elle est arrivée dans l'allée, elle a eu l'air nerveuse une fraction de seconde jusqu'à ce qu'elle voie mon expression calme. J'ai simplement tendu la main. Elle a laissé tomber les clés dans ma paume, a marmonné un rapide merci et a couru à l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture. Le siège du conducteur avait été déplacé. La station de radio avait été changée. Elle sentait légèrement son parfum cher. Je suis resté longtemps assise sur le siège du conducteur, agrippant le volant. C'est à ce moment-là que la bonne fille est morte. J'ai réalisé que discuter avec eux était inutile. Expliquer mes sentiments leur donnait des munitions. Ils ne fonctionnaient pas sur la logique ou l'équité. Ils fonctionnaient sur la manipulation. Si je voulais me protéger, je ne pouvais plus agir comme une fille. Je devais agir comme une directrice principale de la gestion des risques faisant face à une prise de contrôle hostile. Je devais construire un pare-feu, et je savais exactement comment le faire. Le lundi suivant, je suis entré dans mon bureau au dernier étage, j'ai verrouillé la porte et j'ai fermé les stores. Je n'ai pas ouvert mes emails. Je n'ai pas vérifié les rapports de marché quotidiens. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul Excel. Si ma famille voulait traiter ma vie comme un compte bancaire commun, alors il était temps de procéder à un audit complet de l'entreprise. Dans ma profession, lorsqu'une filiale perd de l'argent, nous ne regardons pas les raisons émotionnelles. Nous regardons la trace écrite. Nous traçons chaque centime. Nous catégorisons les pertes. Nous construisons une forteresse de données indéniables. C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire avec les 10 dernières années de ma vie. Je me suis connecté à mes portails bancaires. J'ai extrait des archives remontant au jour où j'ai ouvert mon premier compte courant à 18 ans. Je me suis assise dans le silence de mon bureau, la lueur de l'écran se reflétant dans mes yeux, et j'ai commencé à taper. Date, 14 octobre 2018. Paiement de la caution du loft de luxe de Chloé. Montant, 2500 $. Statut, jamais remboursé. Date, 3 mars 2019. Paiement de l'urgence des impôts fonciers des parents. Montant, 3000 $. Statut, jamais remboursé. Date, 22 juillet 2020. Paiement de la facture médicale de Chloé, voyage à Cabo. Montant, 2000 $. Statut, extraction frauduleuse. Jamais remboursé. Ligne par ligne, année par année, j'ai méticuleusement enregistré chaque transaction. J'ai parcouru mes emails à la recherche de vieux reçus Venmo, cherchant des mots-clés comme juste cette fois, urgence et Chloé a besoin. J'ai trouvé des registres d'achat de manuels pour des cours que Chloé a abandonnés 3 semaines plus tard. J'ai trouvé des trajets Uber que j'ai payés quand sa voiture est tombée en panne. J'ai trouvé des factures de téléphone portable que j'ai couvertes quand elle était entre 2 emplois. Le processus était écœurant. Quand on subit des abus financiers en temps réel, cela se produit par incidents isolés. 100 $ par-ci, 1000 $ par-là.
On rationalise. On se dit que c'est juste une mauvaise passe. Mais voir tout cela consolidé sur une seule feuille de calcul brillante a enlevé le camouflage émotionnel. C'était une image crue et brutale d'exploitation systématique. J'ai catégorisé les colonnes, direct aux parents, direct à Chloé, indirect à Chloé via les parents. J'ai ajouté une colonne pour les intérêts, calculant ce que cet argent aurait rapporté si je l'avais investi dans un fonds indiciel standard au cours de la dernière décennie. Je suis une gestionnaire de risque. Je comprends la valeur temporelle de l'argent. Le coût d'opportunité d'être le filet de sécurité de ma famille était stupéfiant. Après 4 heures, j'ai surligné la dernière colonne et j'ai appuyé sur le bouton de somme automatique. Le nombre a clignoté à l'écran. 84 720 $. Je me suis adossé à ma chaise en cuir ergonomique et j'ai fixé le plafond. 84 000 $. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était l'acompte d'une maison que je ne possédais pas. C'était des années d'épargne retraite que je n'avais pas. C'était le sang et la sueur de mes 20 ans siphonnés pour financer l'existence confortable et sans conséquence d'une sœur qui pensait qu'il était parfaitement acceptable de voler ma voiture pour une séance photo Instagram. J'ai enregistré le fichier sur un disque dur externe crypté. Je l'ai nommé « Projet Pare-Feu ». L'audit a fait exactement ce que j'en attendais. Il a éradiqué toute trace persistante de culpabilité. Quand ma mère sortirait inévitablement la carte du « Nous avons tout sacrifié pour toi », je ne ressentirais plus la piqûre de la honte. J'avais les chiffres. Les chiffres étaient absolus. Mais connaître les chiffres ne suffisait pas. L'audit n'était que la phase de diagnostic. Maintenant, je devais mettre en œuvre la stratégie de confinement. Je devais résoudre la vulnérabilité immédiate, la berline bleue nuit. Je ne pouvais pas simplement cacher les clés. Chloé avait prouvé qu'elle les traquerait. Je ne pouvais pas la garer ailleurs. C'était incroyablement gênant et cela ressemblait à une retraite. Il me fallait une solution juridiquement à toute épreuve, quelque chose qui paralyserait complètement les exigences autoritaires de mon père et la manipulation émotionnelle de ma mère. Je devais retirer l'actif du jeu entièrement. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à rédiger une proposition, non pas pour ma famille, mais pour mon employeur. Chez Neurotech Solutions, nous accueillons fréquemment des clients de haut niveau de l'étranger, des investisseurs, des magnats de la technologie, des membres du conseil d'administration. Historiquement, nous comptions sur des services de voitures de luxe coûteux pour les transporter de l'aéroport au siège social, puis à divers dîners de réseautage. C'était un système désordonné et décentralisé qui coûtait à l'entreprise des milliers de dollars par mois et manquait d'une expérience de marque d'entreprise cohérente. J'ai tapé rapidement, la stratégie se formant parfaitement dans mon esprit. J'ai exposé les dépenses trimestrielles actuelles pour le transport des cadres. J'ai projeté les coûts sur les 3 prochaines années. Puis j'ai présenté la solution. L'entreprise devait acquérir un véhicule de luxe dédié aux cadres. J'ai détaillé les avantages fiscaux de l'amortissement des actifs. J'ai souligné l'opportunité de marque d'avoir un véhicule haut de gamme à notre disposition. J'ai présenté une analyse coût-avantage complète prouvant que l'achat pur et simple d'un véhicule permettrait à l'entreprise d'économiser 30% sur les coûts de transport sur 24 mois. Et enfin, j'ai noté que je connaissais justement une berline de luxe immaculée à faible kilométrage, actuellement disponible pour une acquisition immédiate par l'entreprise. C'était une manœuvre brillante et de sang-froid. Si ma famille pensait que mon succès était une propriété commune, je transférerais simplement ma propriété à une entité qu'ils ne pourraient pas intimider. On ne peut pas culpabiliser une société. On ne peut pas pleurer devant un conseil d'administration. J'ai imprimé la proposition, l'ai glissée dans un dossier bleu impeccable et j'ai vérifié ma montre. Monsieur Crawford, le directeur financier, avait une politique de la porte ouverte le mardi après-midi. Il était temps de construire le pare-feu. Avant de monter au bureau du directeur financier, mon téléphone a vibré sur mon bureau. C'était un SMS de ma mère. N'oublie pas, nous avons besoin que tu vires 1 500 $ d'ici vendredi. Le nouveau travail de marketing de Chloé nécessite un investissement initial important pour son inventaire de départ et sa licence. C'est sa grande chance, Elena. Ne la laisse pas tomber. J'ai fixé l'écran. Inventaire de départ et licence. Cette formulation a déclenché un signal d'alarme immédiat dans mon cerveau d'évaluatrice de risque. Les entreprises de marketing légitimes n'exigent pas que les employés achètent des stocks. J'ai posé le dossier bleu.
Le directeur financier pouvait attendre 10 minutes. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et j'ai commencé à creuser. Je suis allé sur l'Instagram de Chloé. Elle avait publié une story vague et trop enthousiaste ce matin-là. Tellement excité d'annoncer que je lance ma propre entreprise aujourd'hui. En partenariat avec une marque de santé et de bien-être incroyable. Envoyez-moi un message si vous voulez être votre propre patron et atteindre la liberté financière. Girlboss Ustl. Il n'y avait pas de nom d'entreprise mentionné. Tactique classique. J'ai pris une capture d'écran de la bouteille de produit flou qu'elle tenait en arrière-plan et je l'ai passée dans une recherche d'image inversée. Les résultats sont apparus instantanément. Luminavita. J'ai consulté les documents d'entreprise et les rapports de consommation pour Luminavita. Il m'a fallu moins de 3 minutes pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas une entreprise de marketing. C'était un tristement célèbre système de marketing multiniveau, un système pyramidal. Il s'attaquait aux jeunes femmes désespérées, les forçant à acheter des milliers de dollars de compléments vitaminés hors de prix et inutiles pour devenir des distributeurs, promettant des rendements massifs qui ne se matérialisaient jamais. L'investissement initial de 1 500 $ que ma mère exigeait n'était pas pour une licence. C'était pour acheter le premier lot de stock invendable de Chloé afin que son recruteur en amont puisse toucher une commission. Mes parents exigeaient activement que je finance une arnaque parce qu'ils étaient trop analphabètes financièrement pour réaliser que Chloé se faisait escroquer et trop paresseux pour vérifier ses affirmations. Ils voulaient juste que le problème soit résolu et j'étais le portefeuille désigné. J'ai senti un rire sombre et cynique monter dans ma gorge. C'était le brillant mouvement de carrière que mon père était si désespéré de soutenir. C'est pourquoi je devais remettre les clés d'une voiture de 50 000 $, pour qu'elle puisse se rendre dans des cafés et essayer de recruter ses amis du lycée dans un culte de vitamines. Je n'ai pas répondu au SMS de ma mère. J'ai archivé le message. J'ai pris des captures d'écran des déclarations de revenus de Luminavita, qui montraient que 99% des distributeurs perdaient en fait de l'argent, et je les ai déposés dans le dossier projet par feu. Juste plus de munitions pour le coffre-fort. J'ai pris le dossier bleu contenant ma proposition de véhicule. Mon esprit était complètement clair. Toute trace microscopique de doute que j'avais quant à l'exécution de ce plan a été incinérée par la réalité de l'arnaque Luminavita. Il ne se contentait pas de m'utiliser, il me gaspillait. Je suis sorti de mon bureau, j'ai pris l'ascenseur jusqu'à la suite exécutive et j'ai frappé à la porte de Howard Crawford. Monsieur Crawford était un homme entièrement composé d'angles vifs et de bilans. Il ne se souciait pas de la politique de bureau. Il se souciait des chiffres. Il a levé les yeux de ses 2 écrans, poussant ses lunettes à monture métallique sur son nez. « Elena, je n'ai pas de réunion prévue avec vous, » a-t-il dit d'une voix rauque. « Je sais, Howard. J'ai besoin de 5 minutes. J'ai une proposition qui réduira nos frais généraux opérationnels du 3e trimestre pour les relations avec les clients de 30%, ai-je dit, entrant dans le bureau et fermant la porte derrière moi. Cela a attiré son attention. Il a fait un geste vers la chaise en face de son immense bureau en chêne. « Asseyez-vous. Vous avez 4 minutes. » Je me suis assise, gardant une posture parfaite. Je n'ai pas engagé de petite conversation. J'ai ouvert le dossier bleu et j'ai fait glisser les feuilles de calcul sur le bois poli. Actuellement, nous dépensons en moyenne 4 000 $ par mois pour des services de voitures de luxe désorganisés pour les partenaires en visite, ai-je commencé, ma voix stable et autoritaire. Le service est incohérent, la facturation est un cauchemar pour la comptabilité, et il n'offre aucun renforcement de la marque. Crawford a scanné les chiffres rapidement. Il a hoché la tête une fois. Précis. C'est une nuisance. Votre solution? Nous internalisons l'actif, ai-je dit en faisant glisser la page suivante. Nous acquérons un véhicule exécutif dédié, une berline de luxe. Nous l'habillons subtilement avec le logo de l'entreprise. Nous utilisons notre couverture d'assurance d'entreprise existante, qui est très avantageuse. Nous amortissons la dépréciation de l'actif sur nos obligations fiscales de fin d'année. Le coût total de possession, y compris l'entretien, est inférieur au service de voitures de luxe dès le 9e mois. Crawford s'est adossé, croisant les doigts. Il a regardé la photo de maquette que j'avais incluse. C'était une photo de ma berline bleu nuit avec un élégant logo argenté de Neurotech ajouté numériquement sur les portes avant. C'est un argument solide et logique, a admis lentement Crawford.
Mais le processus d'acquisition d'un véhicule de luxe prend du temps. Traiter avec les concessionnaires, négocier les tarifs d'entreprise. Nous n'avons pas besoin de traiter avec un concessionnaire, ai-je interrompu doucement. Je propose une acquisition privée. Le véhicule sur cette photo, il a moins de 3000 miles, en parfait état. Je détiens le titre de propriété sans charge. Je suis prête à transférer la propriété à Neurotech Solutions immédiatement avec une réduction de 10% par rapport à la valeur actuelle du Kelley Blue Book. Crawford s'est arrêté. Il a regardé par-dessus le bord de ses lunettes, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il m'étudiait. C'était un requin et il reconnaissait une manœuvre stratégique quand il en voyait une. « Vous voulez vendre votre voiture neuve à l'entreprise » a-t-il déclaré. « Pourquoi ? » « Parce que je passe à un horaire de travail entièrement à distance le trimestre prochain, ai-je menti sans effort. Je n'ai plus d'usage personnel pour un actif de cette valeur qui se déprécie. Et je crois en l'optimisation des ressources. C'est un gain pour le bilan de l'entreprise et cela liquide un actif inutile pour moi. Crawford m'a fixé pendant un long moment tendu. Il calculait les angles, n'en trouvant aucun qui désavantageait l'entreprise. Un lent et sinistre sourire s'est étendu sur son visage. « Vous êtes une femme terriblement efficace, Elena » a-t-il dit en fermant le dossier. « Rédigez les documents de transfert avec le service juridique. Qu'ils soient sur mon bureau d'ici jeudi. Nous ferons le chèque vendredi. » « Merci, Howard » ai-je dit en me levant. Je suis sorti du bureau, mon cœur battant à un rythme régulier et victorieux. Le piège était tendu. Le pare-feu était en place. La berline bleue nuit n'était plus ma propriété. Elle appartenait à la société. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre que Chloé morde à l'hameçon. Le service juridique de Neurotech Solutions se trouvait au 4e étage, un environnement stérile et agressivement climatisé qui sentait légèrement le tonneur d'imprimantes laser et le café cher. C'était mon étage préféré de tout le bâtiment. Il n'y avait pas d'émotion au 4e étage. Il n'y avait que des contrats, des responsabilités et des accords en béton armé. Le jeudi matin, exactement 48 heures après ma réunion avec le directeur financier, je me suis assise en face de Walter Jeff, l'avocat principal de l'entreprise. Walter était un homme qui semblait n'avoir jamais souri de sa vie, ce qui le rendait exceptionnellement bon dans son travail. J'ai examiné votre proposition et le rapport d'historique du véhicule qui l'accompagne, Elena, a dit Walter, faisant glisser une épaisse pile de documents sur la table de conférence polie. Le directeur financier a déjà autorisé la dépense. Nous sommes prêts à acquérir l'actif. Cependant, je dois m'assurer que vous comprenez parfaitement les termes de ce transfert. J'ai lu le projet préliminaire que vous avez envoyé hier, Walter. Je comprends, ai-je répondu en prenant le stylo en métal élégant qu'il m'offrait. Permettez-moi d'être absolument clair, juste pour mémoire, a poursuivi Walter, tapotant un doigt manucuré sur la première page. Une fois que vous aurez signé ce titre de propriété, vous renoncerez à tous vos droits de propriété personnelle sur le véhicule. Il deviendra la propriété exclusive de Neurotech Solutions. Vous serez désigné comme la dépositaire principale à des fins professionnelles, mais vous ne pourrez pas l'utiliser pour des voyages personnels. Vous ne pourrez pas laisser du personnel non autorisé le conduire. Et plus important encore, tout dommage causé par un conducteur non autorisé sera traité comme du vandalisme d'entreprise, et notre assurance se subrogera agressivement contre la partie responsable. J'ai senti un sourire sincère et chaleureux se répandre sur mon visage. C'était la plus belle phrase que j'avais entendue de toute l'année. C'est exactement ce sur quoi je compte, Walter. Il a haussé un sourcil, sentant un agenda caché, mais c'était un avocat d'entreprise. Il ne se mêlait pas des affaires personnelles tant que les papiers étaient en règle. Très bien, a-t-il dit. Signé sur les onglets jaunes. Paraphé le bas des pages 3 à 12. J'ai pris le stylo et j'ai commencé à signer. À chaque coup d'encre, je sentais un poids lourd et suffocant se lever de mes épaules. Je renonçais à mon trophée. Oui, la belle berline bleue nuit n'était plus ma réussite personnelle, mais j'échangeais un morceau de métal contre une armure impénétrable. Les fonds seront virés sur votre compte personnel d'ici la fin de la journée de demain, a dit Walter en rassemblant les documents signés, les estampillant avec le sceau officiel de l'entreprise. Le gestionnaire de la flotte vous retrouvera dans le parking cet après-midi. Nous devons échanger les plaques d'immatriculation pour notre registre d'entreprise. Il installera également le pack télématique standard de l'entreprise. Télématique ?
ai-je demandé. Politique de l'entreprise pour tous les véhicules de la flotte, a expliqué Walter, plaçant les dossiers dans une mallette sécurisée. Cela inclut une caméra de tableau de bord câblée qui enregistre l'avant et l'intérieur de la cabine et un module de suivi GPS en temps réel qui se synchronise directement avec le serveur de sécurité au premier étage. Il surveille l'emplacement, la vitesse et les événements d'impact. C'est strictement à des fins de responsabilité, bien sûr. Bien sûr. J'ai gardé une expression neutre, mais intérieurement, je vibrais pratiquement de victoire. Je n'avais même pas pensé à une caméra de tableau de bord. Ma famille était sur le point d'entrer aveuglément dans un réseau de surveillance exploité par une société de plusieurs millions de dollars. Cet après-midi-là, je me tenais dans la pénombre du parking souterrain des cadres et je regardais le gestionnaire de la flotte dévisser mes plaques d'immatriculation personnelle. Il les a remplacées par des plaques d'entreprise standard. Puis il a passé 45 minutes sous le tableau de bord, à câbler l'unité GPS et à monter une caméra haute définition discrète derrière le rétroviseur. Tout est prêt, directrice, a dit le gestionnaire, s'essuyant les mains sur un chiffon. L'application est déjà installée sur votre téléphone d'entreprise. Vous pouvez voir le flux en direct et l'historique de localisation à tout moment. L'entreprise paie l'essence, l'entretien et l'assurance à partir de maintenant. Ne laissez simplement personne d'autre la conduire, ou le service juridique m'arrachera la tête. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit en passant ma main sur le métal lisse et froid de la portière côté conducteur. Je ne laisserai personne la conduire. Mais si quelqu'un décide de la prendre sans demander, eh bien, je suppose que la caméra le surprendra. Elle capture tout en résolution 1080 pixels, vision nocturne incluse, a-t-il gloussé, complètement inconscient du piège qu'il venait de m'aider à armer. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant invincible. Le véhicule semblait différent maintenant. Il ne ressemblait plus à une possession personnelle que je devais désespérément protéger contre l'arrogance de ma famille. Il ressemblait à un appât. Un appât hautement toxique et légalement protégé. Je me suis garé à ma place habituelle, je suis monté à mon appartement et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait en 10 ans. Le piège nécessitait un cadre parfait pour être déclenché. Je ne pouvais pas simplement attendre dans mon appartement car Chloé savait que la sécurité de l'immeuble ne la laisserait pas passer le hall. Je devais apporter l'appât sur son territoire. L'occasion s'est présentée ce même week-end. Ma mère a envoyé un SMS de groupe le jeudi soir exigeant notre présence pour un barbecue familial obligatoire le samedi. L'occasion était apparemment de célébrer le saut courageux de Chloé dans l'entrepreneuriat. J'ai failli refuser. Passer un samedi après-midi à écouter mes parents louer Chloé pour avoir rejoint un système pyramidal ressemblait à une forme de torture psychologique. Mais ensuite, j'ai regardé les clés de l'entreprise posées sur le comptoir de ma cuisine. J'y serai, ai-je répondu par SMS. J'apporterai la salade de pommes de terre. Le samedi après-midi était exceptionnellement chaud. Je suis arrivé chez mes parents précisément à 13h. J'ai garé la berline bleue nuit dans l'allée, la stationnant délibérément juste derrière la vieille voiture à haillons rouges de Chloé, la bloquant ainsi. C'était un mouvement subtil et passif-agressif que je savais l'agacerait. Je suis entré dans la maison en portant un bol en verre de salade de pommes de terre. L'air était épais de l'odeur des viandes rôties et de la voix forte et tonitruante de mon père qui tenait la cour dans le jardin. Ma mère m'a accueilli à la porte, ses yeux se portant immédiatement à l'extérieur pour regarder la voiture. « Tu as apporté la berline ?» a-t-elle noté, son ton empreint de ce mélange familier de jugement et de convoitise. « As-tu finalement fait réparer cette vilaine éraflure ?» Je m'en suis occupé, ai-je dit vaguement, ce qui était vrai. Le service d'entretien de l'entreprise l'avait poli le vendredi matin. J'ai posé mon sac à main sur la console de l'entrée. J'ai fouillé à l'intérieur, j'ai sorti la lourde télécommande de l'entreprise et je l'ai laissée tomber directement dans le bol en argent. Elle a fait un bruit fort et satisfaisant. Je suis sorti dans le jardin. Tout l'après-midi a été une masterclass pour me mordre la langue. Chloé tenait la cour, vêtue d'une robe d'été et tenant un presse-papier, essayant de vendre agressivement ses suppléments vitaminés à notre tante Martha. Mon père retournait des hamburgers et proclamait haut et fort que Chloé serait millionnaire à 30 ans parce qu'elle avait l'esprit d'entreprise. Personne n'a posé de questions sur mon travail. Personne n'a posé de questions sur le contrat européen massif que je venais de conclure. Je me suis assise sur une chaise de jardin en sirotant un soda light, jouant parfaitement le rôle de la sœur aînée silencieuse et légèrement amère. Vers 16h, le barbecue a commencé à se terminer.
Les parents plus âgés ont commencé à ranger leur Tupperware. Chloé est entrée dans la cuisine, l'air rouge et agacée. Je me lavais les mains au lavabo. Tante Martha n'a acheté qu'une seule bouteille, s'est plainte Chloé, jetant son presse-papier sur le comptoir. Elle est tellement radine. Peu importe. J'ai besoin d'un verre. Certaines des filles se retrouvent dans ce nouveau bar sur le toit en ville. Elles veulent tout savoir sur mon lancement. Amuse-toi bien, ai-je dit sèchement, en me séchant les mains sur une serviette. Je suis bloqué, a dit Chloé, les mains sur les hanches. Ta voiture est juste derrière la mienne. Oh, désolé. Laisse-moi prendre mes clés et la déplacer pour toi, ai-je dit, faisant un pas vers le couloir. Non, ne t'inquiète pas, a dit rapidement Chloé, ses yeux s'illuminant de cette lueur familière et arrogante. Elle est passée devant moi, se dirigeant elle-même vers le couloir. Je ne veux pas te faire lever. Je prendrai juste la tienne. C'est plus facile. En plus, je dois faire bonne impression dans ce bar. Ma voiture ressemble à une poubelle. Avant même que je puisse faire semblant de protester, ma mère est entrée dans la cuisine en portant des assiettes vides. C'est une excellente idée, Chloé, a-t-elle dit doucement. Elena, tu restes pour le dîner de toute façon, n'est-ce pas? Laisse ta sœur prendre la belle voiture. C'est un jour spécial pour elle. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Chloé, qui avait déjà la main planant au-dessus du bol en argent dans le couloir. Normalement, c'est là que la dispute commencerait. Je dirais non. Chloé pleurnicherait. Ma mère me culpabiliserait. Mon père entrerait et crierait. Au lieu de cela, j'ai reculé d'un pas, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai poussé un petit soupir de défaite. D'accord, mais sois prudente. Je viens de faire réparer les raflures. Le visage de Chloé s'est illuminé d'un sourire triomphant. Elle a arraché les clés du bol. Tu es la meilleure, sœurette. Je serai de retour à 20h. Elle est sortie en courant par la porte d'entrée avant que je puisse dire un autre mot. J'ai entendu le moteur de la berline rugir, les pneus crissant légèrement sur le gravier alors qu'elle reculait de l'allée et s'éloignait dans la rue. Ma mère m'a souri, un regard condescendant et approbateur. Tu vois, c'était si difficile? Le partage rapproche la famille. Tu n'as aucune idée, mère, ai-je répondu doucement. Je suis allé dans le salon, je me suis assise sur le canapé et j'ai sorti mon téléphone d'entreprise. J'ai ouvert l'application de télématique. Un flux vidéo en direct haute définition de la caméra de tableau de bord est immédiatement apparu sur mon écran. Je pouvais voir la route devant moi, et dans le coin, la vue de l'habitacle montrait Chloé se balançant la tête au rythme de la radio, complètement inconsciente. Le petit point GPS bleu sur la carte numérique a commencé à s'éloigner de la banlieue, se dirigeant droit vers le quartier des bars du centre-ville. L'appât avait été pris. Le piège était verrouillé. Je suis resté chez mes parents pour le dîner, comme ma mère l'avait orchestré. C'était un repas tendu et silencieux. Les parents plus âgés étaient partis, ne laissant que moi, ma mère et mon père. Nous avons mangé les restes de salade de pommes de terre et des hamburgers froids. Chaque fois qu'une voiture passait devant la maison, mon père regardait par la fenêtre. 20h est venue et est passée. Pas de Chloé. 21h, rien. À 22h, mon père faisait les 100 pas dans le salon, composant son numéro encore et encore, pour être envoyé directement sur la messagerie vocale. Ma mère était assise sur le bord du canapé, se tordant les mains, son anxiété montant en flèche. Elle a dit qu'elle serait de retour à 20h, s'est inquiétée ma mère. Tu penses qu'il s'est passé quelque chose? Elena, peut-être que tu devrais appeler les hôpitaux. Je me suis assise confortablement dans le fauteuil, jetant occasionnellement un coup d'œil à mon téléphone. Je n'avais pas besoin d'appeler les hôpitaux. Je savais exactement où était Chloé. Le tracker GPS montrait que la berline de l'entreprise était garée en toute sécurité sur un parking pavé près du quartier des clubs du centre-ville. La caméra de tableau de bord intérieur l'avait enregistrée en train de prendre 4 shots de tequila avant même de quitter la voiture. Elle n'était pas en danger. Elle était juste ivre et ignorait son téléphone. Elle a 26 ans, maman, ai-je dit calmement. Elle est dans un bar. Elle a probablement juste perdu la notion du temps. Elle conduit ta voiture de luxe toute neuve. A aboyé mon père, transformant finalement son anxiété en colère dirigée contre moi. Comment peux-tu être si peu concerné?
S'il arrive quelque chose à ce véhicule, c'est de ta faute de l'avoir laissé le prendre. L'audace de cette déclaration m'a presque fait éclater de rire. Il y a 2 heures, on m'a forcé à remettre les clés parce que le partage rapproche la famille. Maintenant, parce que Chloé était irresponsable, c'était en quelque sorte de ma faute de l'avoir permise. Tu m'as dit de la laisser le prendre, Arthur, lui ai-je rappelé simplement. Ne me réponds pas, a-t-il claqué, pointant un doigt épais vers mon visage. C'est exactement ce dont je parlais dimanche dernier. Si elle était correctement sur ton assurance, nous n'aurions pas à nous soucier de la responsabilité en ce moment. Demain matin, à la première heure, tu appelles ton agent. J'ai fini de demander. Je l'exige. Tu l'ajouteras à la police. Arthur, s'il te plaît, concentrons-nous juste sur le fait qu'elle rentre en toute sécurité, a plaidé ma mère, jouant toujours le rôle de médiatrice quand mon père devenait trop bruyant. À exactement 23h30, des phares ont balayé la fenêtre du salon. Un bruit de raclement fort a résonné depuis l'allée, suivi du bruit sourd d'une portière de voiture qui claque. Mes parents se sont précipités vers la porte d'entrée. Je me suis levé lentement, glissant mon téléphone dans ma poche, et je les ai suivis. Chloé a titubé dans l'entrée. Il lui manquait une chaussure. Ses cheveux étaient en désordre, et l'odeur d'alcool bon marché et de parfum éventé m'a frappé comme un coup physique. Elle gloussait de manière incontrôlable, tenant la lourde télécommande de l'entreprise par la lanière en cuir. « Salut la famille », a-t-elle bredouillé, s'appuyant lourdement contre le cadre de la porte. J'ai passé la meilleure soirée. Tout le monde a adoré la voiture. J'ai eu tellement de contacts pour mon entreprise. Mon père l'a attrapée par les épaules, la secouant légèrement. Es-tu ivre? Tu as conduit en état d'ivresse. Je ne suis pas ivre. Je suis juste fatigué, a gémi Chloé, essayant de le repousser. Arrête de me crier dessus. J'ai ramené la stupide voiture en un seul morceau. Je suis passé devant eux et j'ai poussé la porte d'entrée. La lumière du Porsche éclairait l'allée. J'ai descendu les marches et j'ai inspecté le véhicule. Il n'était pas en un seul morceau. Le pare-choc avant était fissuré, une immense toile d'araignée de plastique fracturée s'étendant depuis le phare gauche. Le rétroviseur latéral côté conducteur était complètement arraché, suspendu par quelques fils internes. Et le long du panneau de custode arrière, il y avait une nouvelle éraflure profonde. Celle-ci peinte avec un transfert jaune vif, indiquant qu'elle avait éraflé une borne de stationnement en béton. C'était des milliers de dollars de dégâts. Je suis remonté sur les marches et je suis rentré dans la maison. Mon père essayait actuellement de faire entrer Chloé dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Elle l'a démolie, ai-je dit fort, ma voix coupant le bruit chaotique dans le couloir. Toute la maison est devenue complètement silencieuse. Mon père s'est figé. Les gloussements de Chloé se sont brusquement arrêtés. Ma mère a halté et est sortie en courant. Quelques secondes plus tard, elle a poussé un gémissement horrifié depuis l'allée. « Oh mon Dieu !» a crié ma mère, rentrant en courant, le visage pâle. « Arthur, c'est ruiné. Tout l'avant est démoli. » Chloé a immédiatement fondu en larmes, tombant par terre dans l'entrée, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Ce n'était pas de ma faute. Un chien a traversé la rue, et j'ai dû faire une embardée, et le parking était beaucoup trop étroit. Ce n'est pas de ma faute. S'il vous plaît, ne me détestez pas. » Les 30 minutes suivantes ont été une masterclass en manipulation psychologique. Je suis resté silencieusement dans le couloir, appuyé contre le mur, regardant les engrenages familiers de la machine familiale se mettre en place. La stratégie était d'Arvo, nier, attaquer, et inverser victime et agresseur. D'abord, il y a eu le déni. Ce ne sont que des dégâts esthétiques, a insisté mon père, faisant les 100 pas, et évitant mon regard. Un pare-choc fissuré et un rétroviseur. On peut demander à un gars de mon club de golf de le réparer au noir. Ce n'est pas grave. Le moteur est encore en bon état. Elle a conduit en état d'ivresse, Arthur, ai-je déclaré, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Elle a heurté plusieurs objets. Elle aurait pu tuer quelqu'un. Puis vint l'attaque. Comment oses-tu accuser ta sœur d'un crime? A hurlé ma mère, se tournant vers moi avec une énergie soudaine et vicieuse. Elle s'est approchée directement de mon espace personnel, le visage déformé par la fureur. Elle a bu quelques verres. Elle était fatiguée. Tu ne sais pas si elle était ivre.
Tu supposes toujours le pire à son sujet. Tu es si prompte à la voir échouer, n'est-ce pas? Elle tient à peine debout, maman, ai-je fait remarquer, en montrant Chloé, qui sanglotait maintenant bruyamment dans un coussin décoratif sur le sol. Parce qu'elle est traumatisée. A crié ma mère, les larmes lui montant aux yeux. Elle vient d'avoir un terrible accident. Et au lieu de demander si elle est blessée, tu l'interroges sur un morceau de métal. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Elena? Où est ton empathie? Tu es une machine froide et calculatrice, pas une sœur. Enfin, l'inversion de la victime. Chloé a levé les yeux, son mascara coulant sur ses joues en épaisse traînée noire. Tu voulais que ça arrive, a-t-elle étouffé, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu voulais que je l'accidente pour prouver quelque chose. Tu m'as délibérément donné une voiture trop grande pour que je la maîtrise. Tu m'as piégé parce que tu es jalouse que maman et papa soutiennent ma nouvelle entreprise. C'était si absurde, si totalement déconnecté de la réalité que j'ai réellement souri. Un petit sourire froid et sincère. Ce sourire a complètement fait disjoncter mon père. Tu trouves ça drôle? A-t-il rugi, son visage devenant d'un cramoisi dangereux. Il a marché vers moi, me dominant dans le couloir. Ta sœur fait une dépression nerveuse. Notre famille est en crise, et tu es là à ricaner. Ça s'arrête maintenant. Tu vas t'asseoir à cette table de cuisine. Tu vas appeler ta compagnie d'assurance et tu vas faire une déclaration maintenant. Tu diras que tu as heurté un poteau dans un parking. Tu me comprends? Tu veux que je commette une fraude à l'assurance? Ai-je précisé, en gardant ma voix parfaitement égale. Ce n'est pas de la fraude. C'est protéger ta famille, a gémi ma mère. Si sa compagnie d'assurance découvre qu'elle a eu un accident, ils la laisseront tomber. Elle ne pourra pas conduire pour son entreprise. Fais juste cette chose pour nous, Elena. Nous t'avons tout donné. Si tu ne passes pas l'appel tout de suite, a menacé mon père, sa voix baissant à un grognement bas et menaçant. Tu peux faire tes valises et quitter cette maison. Tu ne seras plus la bienvenue ici. Tu ne verras plus ta mère. Tu ne me verras plus. Tu seras complètement coupé. Ne me teste pas, Elena. Je suis ton père, et je te dis de régler ça. Il se tenait là, un front uni de dysfonctionnement. Le père menaçant d'isolement. La mère utilisant la culpabilité comme une arme. L'enfant chéri pleurant par terre. Ils attendaient que je cède. Ils attendaient que la peur profondément ancrée de l'abandon de l'enfance se déclenche, me forçant à abandonner mon argent, mon score de crédit et ma moralité pour protéger Chloé des conséquences de ses propres actions. Il y a 10 ans, ça aurait marché. Il y a 5 ans, ça aurait marché. Mais ce soir, j'étais armé. J'ai fouillé dans mon grand sac fourre-tout en cuir posé sur la console. J'en ai sorti un épais et lourd dossier manille. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai juste tenu dans mes mains, sentant le poids de 10 ans d'exploitation, maintenant condensé en 90 pages de données financières et de contrats juridiques. Je n'appelle pas ma compagnie d'assurance, Arthur, ai-je dit doucement. La baisse soudaine de mon volume a forcé la pièce à se calmer pour m'entendre. Alors sors de ma maison, a-t-il ricané en montrant la porte. Je le ferai, ai-je promis. Mais avant de partir, nous allons faire un bilan final. Parce que Victoria vient de dire que vous m'avez tout donné, et je pense que nous devons regarder les chiffres. Je suis passé devant lui, je suis allé dans la salle à manger et j'ai laissé tomber le lourd dossier en plein centre de la table en acajou. Le bruit sec du papier contre le bois a fait sursauter Chloé sur le sol. Réunion de famille, ai-je annoncé. Tout le monde s'assoit. Pendant un moment, personne n'a bougé. L'autorité absolue dans ma voix était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas la supplication défensive d'une fille. C'était le ton autoritaire d'une directrice principale dirigeant une réunion de conseil d'administration hostile. Mon père a cligné des yeux, confus par le changement soudain de pouvoir. Ma mère s'est essuyé les yeux, regardant nerveusement le dossier épais. Chloé s'est lentement relevée du sol et s'est traînée dans la salle à manger, s'effondrant sur une chaise. Mes parents ont suivi à contre-cœur, s'asseyant en face de moi. Je me tenais au bout de la table. J'ai ouvert le dossier. Depuis 32 ans, le récit dans cette maison est que je suis égoïste, froide et que je thésaurise mes ressources, ai-je commencé, ma voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Le récit est que Chloé est fragile,
qu'elle a besoin de soutien et que c'est mon devoir moral d'agir comme l'amortisseur financier pour ses erreurs. Elena, s'il te plaît. Nous sommes épuisés. Arrête de faire la leçon, a tenté d'interrompre ma mère. J'ai levé la main, la faisant taire instantanément. J'ai sorti le premier document. La feuille de calcul Excel. L'audit. Ceci est un audit financier sur 10 ans, ai-je déclaré en faisant glisser le document sur la table. Il s'est arrêté juste devant mon père. J'ai extrait 10 ans de relevés bancaires, de transactions Venmo et de reçus de cartes de crédit. Chaque fois que vous avez demandé un prêt d'urgence. Chaque fois que vous m'avez demandé de couvrir le loyer de Chloé. Chaque fois que vous aviez besoin d'argent pour les impôts fonciers parce que vous veniez d'offrir des vacances à Chloé. Mon père a baissé les yeux sur le papier, ses yeux parcourant les rangées nettes de chiffres. Il a vu les dates. Il a vu les montants exacts en dollars. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? A-t-il marmonné, son assurance vacillant légèrement. Regarde dans le coin inférieur droit, Arthur, ai-je instruit. Il a déplacé ses yeux vers la case surlignée. J'ai vu sa mâchoire tomber. 84 720 $, ai-je lu le nombre à haute voix, en articulant chaque syllabe. C'est le montant exact de capital liquide que j'ai injecté dans cette famille pour maintenir Chloé à flot au cours de la dernière décennie. Cela n'inclut pas les intérêts que j'ai perdus en ne l'investissant pas. C'est le prix de mon égoïsme. Tu as tenu un registre. A halté ma mère, me regardant comme si j'étais un monstre. Tu as gardé une trace de chaque centime que tu as donné à ta propre famille. C'est malsain, Elena. C'est véritablement psychotique. Non, Victoria. Ce qui est malsain, c'est de mentir à ta fille sur une urgence médicale pour pouvoir voler 2000 $ pour envoyer sa sœur dans une station balnéaire à Cabo, ai-je rétorqué doucement. J'ai sorti la photo Instagram imprimée de Chloé au Mexique, agrafée au reçu de virement bancaire et à la date de la facture de l'hôpital. Je l'ai jetée sur la table. Chloé a halté, se recroquevillant sur sa chaise. Le visage de ma mère est devenu livide. Je sais pour le voyage thérapeutique, ai-je dit froidement. Je sais pour les cautions, et je sais pour l'Huminavita. J'ai sorti les déclarations de revenus du système pyramidal et je les ai claquées sur la table. Vous vouliez que je vire 1500 $ pour un inventaire de départ. Elle a rejoint un système pyramidal qui garantit un taux de perte de 99%. Vous êtes financièrement analphabète et vous vous attendez à ce que je finance votre ignorance. Nous essayons juste de l'aider à être indépendante, a crié mon père, frappant du poing sur la table, essayant de reprendre le contrôle par le seul volume. Tu as de l'argent. Tu gagnes 6 chiffres. Pourquoi essaies-tu de détruire ta sœur pour de vieux prêts? Il s'agit de la voiture. Arrête de changer de sujet et répare la voiture. Je ne change pas de sujet, ai-je dit, ma voix retombant dans ce murmure terriblement calme. J'établis un schéma de comportement parce que ce soir, le schéma prend fin. J'ai fouillé dans le dossier pour la dernière fois. J'en ai sorti une pile de documents imprimés sur du papier d'entreprise lourd et filigrané. Le logo de Neurotech Solutions était embossé en haut en feuille d'argent. J'ai séparé les papiers, en faisant glisser un à mon père, un à ma mère et le dernier directement devant Chloé. Vous voulez parler de la voiture? Ai-je dit. Parlons de la voiture. Mon père a pris le papier. Il a plissé les yeux, son cerveau luttant pour traiter le jargon juridique. Qu'est-ce que c'est? Un acte de vente? C'est un transfert de titre de propriété d'entreprise, ai-je expliqué, me penchant sur la table, posant mes mains sur le bois poli. Je ne possède pas cette berline bleue nuit. Je ne la possède plus depuis jeudi après-midi. Le véhicule qui perd actuellement du liquide de transmission sur votre allée est la propriété légale exclusive de Neurotech Solutions, Incorporated. Le silence qui a suivi n'était pas seulement silencieux. C'était un vide total. C'était le son de tout un système familial s'effondrant sous le poids d'une réalité juridique indéniable. Mon père a fixé le document, ses yeux parcourant frénétiquement la page, cherchant une échappatoire, une erreur, n'importe quoi qui lui permettrait d'affirmer à nouveau sa domination. Mais il n'y avait rien. C'était signé, notarié et déposé auprès du département des véhicules à moteur de l'État. Tu l'as vendu à ton entreprise. A murmuré ma mère, ses mains tremblant alors qu'elle touchait le bord du papier. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je savais que tu essaierais de la voler à nouveau, ai-je dit directement à Chloé.
Chloé avait l'air d'avoir été giflée. Le brouillard d'alcool s'évaporait rapidement, remplacé par une sobriété crue et terrifiante. Mais tu as dit que je pouvais l'emprunter aujourd'hui. Tu m'as donné les clés. Non, j'ai laissé les clés dans un bol. Tu les as prises, les jeux corrigés. Et en tant que conductrice non autorisée au volant d'un véhicule de la flotte de l'entreprise, tu es maintenant entièrement responsable des dommages, qui, à en juger par l'avant, seront considérables. Nous paierons simplement en espèces, a insisté mon père, bien que sa voix manque de son assurance habituelle. Il transpirait. Nous n'impliquerons pas l'entreprise. Nous l'emmènerons dans un garage demain. Neurotech n'a pas besoin de savoir. J'ai sorti mon téléphone d'entreprise de ma poche. Je l'ai déverrouillé, j'ai ouvert l'application de télématique et je l'ai posé à plat sur la table, le faisant glisser au centre. L'écran affichait la lecture d'il y a 1 heure. Une vidéo haute définition limpide du parking du centre-ville. L'audio était parfait. Nous pouvions tous entendre Chloé massacrer les paroles d'une chanson pop. Nous avons regardé la perspective changer sauvagement alors que la voiture accélérait. Nous avons entendu le craquement écœurant du métal raclant contre la borne en béton. Puis l'angle de la caméra a changé. Il a montré la voiture sortant du garage, zigzagant de manière erratique sur les doubles lignes jaunes de la rue de la ville. Enfin, il a montré l'impact avec la voiture garée, le craquement du pare-choc et Chloé criant de panique avant de mettre la voiture en marche arrière et de s'enfuir à toute vitesse. Délit de fuite. Neurotech le sait déjà, ai-je dit doucement, en regardant la couleur quitter complètement le visage de mes parents. Le véhicule de la flotte est équipé d'un GPS câblé et d'une caméra de tableau de bord déclenchée par l'impact. Au moment où la voiture a subi une collision, une alerte automatisée a été envoyée au serveur de sécurité de l'entreprise. La vidéo que vous regardez a été téléchargée sur le cloud il y a 1 heure. Chloé a poussé un son qui était à moitié sanglot, à moitié cri. Elle a enfoui son visage dans ses mains, se balançant d'avant en arrière. Tu l'as enregistré ? A hurlé ma mère, se levant, faisant tomber sa chaise en arrière. Tu as espionné ta propre sœur ? Tu lui as tendu un piège. J'ai protégé l'actif de mon employeur, ai-je répondu, sans rompre le contact visuel. Le service juridique a examiné les images 20 minutes avant que vous ne rentriez tous à la maison. Ils ont déjà lancé le protocole pour vandalisme d'entreprise et utilisation non autorisée. J'ai regardé Chloé. L'avocat de l'entreprise, Walter Jeff, rédige la lettre de mise en demeure en ce moment même. Parce que les images montrent clairement que tu as commis un délit de fuite en état d'ébriété visible, Neurotech ne passera pas par l'assurance. Ils intentent une action civile directe contre toi pour le coût total des réparations, la dépréciation de l'actif et les frais de justice. D'après l'estimation préliminaire, tu fais face à une facture d'environ 12 000 $. 12 000 $? A étouffé mon père, se tenant la poitrine comme s'il faisait une crise cardiaque. Nous n'avons pas 12 000 $. Nous sommes à sec. Alors je suggère à Chloé de commencer à vendre beaucoup de vitamines, ai-je dit platement. Elena, s'il te plaît, a supplié ma mère, abandonnant soudainement la colère, retombant dans le rôle de la suppliante désespérée. Elle a tendu la main sur la table, essayant d'attraper mes mains. Je les ai retirées. Tu es une cadre là-bas. Tu peux leur parler. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur qu'elle avait la permission. Tu peux arrêter ça. Si je dis qu'elle avait la permission, je me fais virer pour violation de la politique de l'entreprise. Et je deviens personnellement responsable des 12 000 $, ai-je expliqué patiemment, comme si je parlais à un bambin. Je ne vais pas perdre ma carrière, mes actions et ma réputation pour couvrir son crime. Le pare-feu est en place. Je ne peux pas arrêter ce qui va se passer ensuite. J'ai rassemblé mon dossier vide, laissant l'audit, la photo et les documents de transfert de l'entreprise éparpillés sur la table de la salle à manger, un monument à leur échec. Tu es morte pour nous, a craché mon père, sa voix tremblant d'un mélange terrifiant de rage et d'impuissance absolue. Si tu sors de cette porte et que tu laisses ces vautours d'entreprise poursuivre ta sœur, tu n'es plus ma fille. J'ai pris mon sac à main, le passant sur mon épaule. Je les ai regardés tous les trois. Le patriarche qui avait perdu son royaume. La facilitatrice qui n'avait plus de culpabilité à instrumentaliser. Et l'enfant chéri faisant enfin face à une conséquence dont elle ne pouvait pas se sortir en pleurant. Je ne suis plus ta fille depuis 10 ans, Arthur, ai-je dit.
J'étais juste un compte en banque. Et le compte est officiellement fermé. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage, et j'ai pris la plus profonde inspiration de ma vie. J'ai appelé un service de voitures de luxe d'entreprise pour venir me chercher, laissant la berline cassée dans l'allée. Ce n'était plus mon problème. Les retombées ont été rapides, brutales et entièrement gérées par des gens qui se moquaient des larmes de ma mère. Le lundi matin, une dépanneuse à plateau sous contrat avec Neurotech Solutions est arrivée chez mes parents à 8 heures précises. Deux grands hommes sans sourire ont chargé la berline bleue nuit endommagée sur le plateau du camion. Mon père a essayé de discuter avec eux, exigeant qu'ils la laissent pour qu'il puisse la réparer lui-même. Le chauffeur de la dépanneuse lui a simplement tendu une carte du service juridique de l'entreprise et est reparti. Le mercredi, le courrier recommandé est arrivé. Je n'ai pas eu à en être témoin. Je l'ai appris par un message vocal frénétique et hystérique laissé par ma mère sur le téléphone de mon bureau. L'enveloppe contenait une lettre de mise en demeure formelle de Walter Jeff. C'était un chef-d'œuvre d'intimidation juridique. Elle décrivait les statuts exacts que Chloé avait violés, utilisation non autorisée d'un véhicule commercial, dommages matériels et délit de fuite. La facture pour les réparations, y compris le remplacement des capteurs personnalisés dans le pare-choc et le recalibrage du système télématique, a été finalisée à 14 200 $. La lettre lui donnait 14 jours pour effectuer le paiement intégral, sinon la société transmettrait officiellement les images de la caméra de tableau de bord au service de police locale pour poursuite pénale. Mes parents ont paniqué. Ils ont fait ce qu'ils faisaient toujours en cas de crise, ils ont essayé de jeter de l'argent sur le problème. Mais cette fois, ils n'avaient pas mon filet de sécurité de 84 000 $ sur lequel s'appuyer. Ils ont tenté de contracter une deuxième hypothèque sur la maison pour couvrir la facture. Mais comme mon père avait secrètement vidé ses comptes de retraite au fil des ans pour financer les divers appartements et entreprises ratées de Chloé, son ratio dette-revenu était désastreux. La banque a refusé le prêt. Ils ont essayé de maximiser leur carte de crédit, mais 14 000 $ étaient trop élevés. Ils ont réussi à rassembler 4 000 $, laissant un déficit massif de 10 000 $. Puis l'inévitable s'est produit. Ils ont essayé de briser le pare-feu. Cela a commencé par des emails, de longs paragraphes décousus de ma mère oscillant sauvagement entre me traiter de sociopathe qui a détruit la famille et me supplier de simplement leur prêter les 10 000 $ pour que Chloé n'aille pas en prison. Nous te rembourserons, Elena. Nous le jurons. Juste cette fois. Elle a si peur. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis 4 jours. Et pitié. J'ai mis en place un filtre de mail qui transférait automatiquement tout message de mes parents ou de ma sœur directement dans un dossier caché marqué épreuve. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Quand les emails n'ont pas fonctionné, mon père a essayé de me contourner entièrement. Il s'est en fait rendu au siège de Neurotech un mardi après-midi. Il s'est présenté à la réception, vêtu de son plus beau costume, et a exigé agressivement de parler à Howard Crawford, le directeur financier. « Je suis le père d'Elena, votre directrice principale », a-t-il dit à la réceptionniste, bombant le torse. « Je dois discuter d'une affaire privée concernant un véhicule. Faites-le descendre. » La réceptionniste, une femme vive nommée Sarah, qui avait des instructions strictes du service juridique, n'a pas bronché. Elle a pris le téléphone, a contourné entièrement le directeur financier et a appelé la sécurité de l'immeuble. 2 gardes armés sont arrivés dans le hall en moins de 60 secondes. Ils ont poliment mais fermement informé Arthur qu'il était sur une propriété privée de l'entreprise et l'ont escorté hors des portes vitrées devant 30 employés. L'humiliation a été absolue. Ils ne pouvaient pas leur crier dessus. Ils ne pouvaient pas menacer de les déshériter. Il n'était qu'un vieil homme en colère se faisant expulser d'un bâtiment par des gens ayant une autorité réelle. Après cela, la réalité s'est finalement imposée. Il n'y aurait pas de sauvetage. Le 13e jour, 24 heures avant l'échéance légale, Chloé est entrée dans un bureau de prêt sur salaire à taux d'intérêt élevé. Sans crédit et sans revenu vérifiable de son système pyramidal, elle a été forcée de signer un contrat de prêt prédateur avec un taux d'intérêt de 30% juste pour obtenir les 10 000 $ restants. Elle a viré l'argent à Neurotech Solutions à 16h55. La société a accepté le paiement, a marqué le dossier comme résolu et a clos l'affaire. Elle a évité la prison, mais elle venait de s'enchaîner à une montagne de dettes à taux d'intérêt élevé qui nécessiterait un paiement mensuel massif. Un paiement qu'elle ne pouvait pas faire en vendant des vitamines. Pour la première fois en 26 ans,
Chloé a dû trouver un vrai travail. Le concept d'une explosion d'extinction est bien documenté en psychologie comportementale. Lorsqu'un système toxique se rend compte que ses anciennes méthodes de manipulation ne fonctionnent plus, il ne se contente pas d'abandonner tranquillement. Il escalade. Il fait une dernière crise de colère massive pour tenter de forcer la cible à se conformer à nouveau. L'explosion d'extinction de ma famille s'est produite exactement un mois après que le chèque a été encaissé. C'était un vendredi soir. Je quittais le bureau tard, vers 19h. Le bâtiment était presque vide. Je suis sorti par les portes tournantes, parcourant un email sur mon téléphone, profitant du bourdonnement silencieux de la ville. Elena. Je me suis arrêté. Debout sur le trottoir, barrant mon chemin vers le parking, se trouvaient ma mère et ma sœur. Elles avaient l'air affreuses. Le stress du dernier mois avait visiblement vieilli ma mère. Ses cheveux étaient en désordre et les vêtements chers qu'elle portait habituellement semblaient légèrement froissés. Chloé avait l'air encore pire. Elle portait un uniforme en polyester bon marché d'un restaurant de chaîne locale. Elle avait une étiquette avec son nom épinglé sur sa poitrine. Elle avait été forcée de prendre un travail de serveuse pour effectuer les paiements mensuels écrasants de son prêt à taux d'intérêt élevé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, en gardant une distance de sécurité, mon pouce planant sur la numérotation rapide de la sécurité du bâtiment. « Tu ne réponds pas à nos appels, » a dit ma mère, la voix tremblante. « Nous devions venir. Nous devons arranger ça. Regarde ta sœur, Elena. Regarde à quoi tu l'as réduite. » Je ne l'ai réduite à rien, ai-je dit calmement. Elle a heurté une bouche d'incendie, conduit en état d'ivresse, commis un délit de fuite et a dû payer pour les dommages. C'est ce qu'on appelle la réalité. Je travaille 40 heures par semaine à servir des apéritifs à des adolescents, a pleuré Chloé, les larmes lui montant aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas les pleurs faux et manipulateurs. C'était une misère authentique. Elle faisait enfin l'expérience de l'épuisement que j'avais connu depuis mes 18 ans. La moitié de mon salaire va à ce stupide prêt. Je ne peux pas payer mon loyer. J'ai dû retourner dans ma vieille chambre à la maison. Je déteste ma vie. Je travaillais 60 heures par semaine à servir des tables et à trier des livres quand j'avais ton âge pour payer mes propres études, lui ai-je rappelé, ne ressentant absolument aucune pitié. Ça forge le caractère. C'est ce qu'Arthur a toujours dit, n'est-ce pas? Ma mère s'est avancée, tendant une main tremblante. S'il te plaît, Elena, nous nous noyons. Le crédit de ton père est ruiné. Nous nous disputons tous les soirs. La maison est misérable. Juste viens à la maison pour le dîner du dimanche. Asseyons-nous et trouvons comment redevenir une famille. Nous pouvons nous pardonner. Nous pouvons nous pardonner. Comme si ma limite était une offense qui nécessitait leur pardon. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Pendant 30 ans, ces deux femmes, avec mon père, avaient formé tout le centre émotionnel de mon univers. J'avais tellement désiré leur approbation que je leur avais permis de me saigner financièrement. J'avais acheté une voiture de luxe juste pour leur prouver ma valeur. Mais debout ici maintenant, sur le trottoir devant la forteresse d'entreprise que j'avais construite, j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste un vide profond et silencieux. C'étaient des étrangères. Des étrangères qui partageaient mon ADN et qui ne voulaient mon retour que parce qu'elles étaient à court d'argent. Il n'y a rien à régler, Victoria, ai-je dit, ma voix douce mais entièrement ferme. Je ne viens pas dîner le dimanche. Pas ce dimanche. Jamais. Ma mère a halté, reculant comme si je l'avais frappée. Tu ne peux pas penser ça. Tu es ma fille. J'établis officiellement une limite de non-contact, ai-je déclaré clairement, en utilisant la formulation exacte que mon thérapeute avait suggérée. Ne venez plus à mon bureau. Ne m'envoyez pas de mail. N'appelez pas. Si vous m'approchez à nouveau en public, je déposerai une ordonnance restrictive pour harcèlement. Je vous souhaite à toutes les deux la meilleure des chances. Au revoir. Je n'ai pas attendu leur réaction. Je suis passé à côté d'elles, marchant délibérément vers le parking sécurisé des cadres. J'ai entendu ma mère commencer à sangloter derrière moi. J'ai entendu Chloé crier mon nom. Je n'ai pas regardé en arrière. La lourde grille métallique du garage s'est abaissée derrière moi,
coupant le bruit de la rue et enfermant complètement le passé à l'extérieur. 6 mois ont passé. La transition vers une vie entièrement dépourvue de drame familial a été étonnamment paisible. Sans la ponction financière constante et le sabotage émotionnel, ma carrière s'est accélérée encore plus vite. Avec le capital supplémentaire que je ne siphonnais plus vers mes parents, j'ai diversifié mon portefeuille d'investissement. J'ai acheté un petit et magnifique condo avec vue sur les toits de la ville. Je l'ai décoré exactement comme je le voulais sans me soucier de savoir si ma mère jugerait la couleur des rideaux. Par oui dire, plus précisément par tante Martha, qui m'envoyait encore des SMS occasionnels, j'ai appris le sort final des finances de ma famille. Ce ne fut pas une explosion dramatique, mais un déclin lent et humiliant. Parce que mon père avait épuisé son crédit et ses économies, il ne pouvait plus maintenir la façade de la richesse de la classe moyenne supérieure. Ils ont dû vendre la grande maison de banlieue où se déroulaient les dîners du dimanche. Ils ont déménagé dans une petite maison de ville en périphérie de la ville. Chloé vivait toujours avec eux. Elle avait quitté le travail de serveuse après 2 mois, affirmant que son manager était toxique. Sans revenu stable pour payer son prêt prédateur, elle a fait défaut. La société de prêt l'a poursuivie en justice, saisissant les quelques petits salaires qu'elle réussissait à obtenir de petits boulots. Son score de crédit a été effectivement détruit pour les 7 prochaines années. Il n'y avait plus de vacances de luxe. Il n'y avait plus de voitures neuves avec des rubans dessus. Ils vivaient enfin selon leurs moyens réels, forcés de faire l'expérience de la réalité qu'ils avaient passé une décennie à utiliser pour m'éviter. C'était un mardi après-midi de fin octobre. L'air d'automne était vif et clair. Je suis sorti du bâtiment de Neurotech avec une tasse de café fraîche et je me suis dirigé vers les places de parking des cadres. Garée à la place de choix, juste près de l'ascenseur, se trouvait la berline bleue nuit. Elle était spectaculaire. Les mécaniciens de la flotte de l'entreprise avaient complètement remplacé le pare-choc avant et le rétroviseur latéral. L'ensemble du véhicule avait été nettoyé par des professionnels, la peinture sombre brillant sous les lumières du plafond. Un élégant logo argenté de Neurotech était gravé avec goût sur les portières conducteurs et passagers. Ce n'était plus ma voiture personnelle, mais j'étais la seule à avoir les clés. J'ai déverrouillé les portes et je me suis glissé sur le siège du conducteur. Le cuir crème était doux et l'habitacle était complètement silencieux. J'ai posé mes mains sur le volant, sentant son poids solide et rassurant. J'ai démarré le moteur. L'écran du tableau de bord s'est allumé, le système télématique de l'entreprise démarrant instantanément. J'ai souri à la petite lumière verte indiquant que la caméra de tableau de bord enregistrait. En sortant du garage et en m'insérant sur l'autoroute, le soleil de fin d'après-midi a frappé le rétroviseur. J'ai levé les yeux. J'ai vu mon propre reflet. Mes épaules n'étaient plus tendues. Il n'y avait pas de cerne de fatigue sous mes yeux. J'avais l'air calme. J'avais l'air puissante. J'avais l'air d'une femme qui savait exactement ce qu'elle valait. Pendant des années, j'ai cru que le succès se définissait par ce que l'on pouvait accumuler. Le bureau d'angle, la berline de luxe, les costumes chers. Je pensais que si j'acquérais suffisamment de choses brillantes, ma famille me respecterait enfin. Je pensais que la berline bleue nuit était le prix ultime. J'avais tort. La voiture n'était qu'un catalyseur. Le vrai prix n'était pas les sièges en cuir ou le moteur V6. Le vrai prix était la réalisation que j'avais le pouvoir de dire non. Le succès ne consiste pas en ce que vous possédez. Il s'agit de posséder vos limites. Il s'agit de reconnaître quand la loyauté devient de l'exploitation et d'avoir le courage impitoyable de couper le cordon. Il s'agit de construire une forteresse si solide que les gens qui veulent vous utiliser se brisent simplement contre les murs. J'ai appuyé sur l'accélérateur, sentant le puissant moteur vrombir alors que la voiture s'élançait sur la route ouverte. Je ne savais pas exactement où j'allais dîner ce soir-là, mais pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui payait la facture, et je savais que personne d'autre ne venait pour un tour gratuit. Certains prix sont trop élevés, même pour la famille. Mais certaines le sont, peu importe leur coût, valent exactement ce que mon entreprise a facturé pour elles. J'ai monté la radio, je me suis inséré dans la voie rapide et j'ai roulé droit vers mon propre avenir tranquille.